Merci. Bonjour tout le monde, et puis je voudrais commencer donc par remercier le professeur Édouard Barr pour l'invitation et donc l'opportunité qu'il m'a offerte d'intervenir dans cette série de conférences sur les aérosols carbonés. Alors ma présentation va se démarquer un petit peu de ce qui a été fait depuis ce matin parce qu'on a beaucoup parlé de chimie, même si la présentation de Cathy permet de faire la transition avec ma présentation. Moi, donc, je vais aller vers la biologie. Donc, je suis effectivement professeure à l'université Paris Diderot en toxicologie et depuis plus de 15 ans, je m'intéresse donc à la toxicologie des particules inhalées pour essayer donc de comprendre leur mécanisme de toxicité. Et pour cela, donc, on utilise des modèles cellulaires pour approfondir ces mécanismes. Et l'objectif donc de ma présentation aujourd'hui va être de faire un état des connaissances actuelles donc sur les mécanismes de toxicité des particules pour essayer de comprendre pourquoi on voit ces effets sanitaires. Donc, il y aura quelques résultats du laboratoire, mais j'ai préféré faire une présentation assez générale donc de l'état de l'art actuel. Alors, ma présentation, je vais commencer par un bref historique et quelques éléments de contexte. Ensuite, je vous présenterai l'appareil respiratoire, qui est donc la voie d'entrée de ces particules inhalées, mais également la première cible de ces particules. Ensuite, ceci m'amènera donc à voir le rôle des caractéristiques physico-chimiques de ces particules dans l'inflammation, qui est le principal effet à court terme qui est provoqué par ces particules. On descendra un petit peu plus ensuite au niveau cellulaire et moléculaire pour comprendre les mécanismes de toxicité. Et on verra le rôle important joué par le stress oxydant que je définirai. Vous en avez entendu un petit peu parler tout à l'heure avec la présentation de Jean-Luc Jaffrézot et Cathy Lius, mais je définirai un petit peu plus ce concept de stress oxydant. Ensuite, je poursuivrai avec donc, les effets à long terme, et notamment avec l'implication dans les processus de cancérogénèse donc de l'exposition aux particules. Et on verra ensuite les effets extrapulmonaires, parce qu'il n'y a pas que l'appareil respiratoire qui est la cible de ces particules. Alors, pour l'aspect historique, donc la prise de conscience de l'impact de la qualité de l'air sur la santé date surtout donc, de la révolution industrielle, où il y a eu donc, une succession de crises sanitaires. Celle peut-être la plus connue résulte donc de la création d'un smog à Londres en hiver 52, qui était lié donc à un excès de dioxyde de soufre et de poussière. Et dans la même période, donc, on a constaté une augmentation du nombre de décès, ainsi d'ailleurs que dans les jours qui ont suivi. Donc, suite à cet événement, des réglementations ont été mises en place et depuis, donc, ces réglementations ne cessent de s'adapter en tenant compte donc, de l'évolution de la nature des polluants et également, bien évidemment, de l'évolution des connaissances scientifiques. Alors, à partir des années 90, sont apparues les premières études épidémiologiques qui ont permis de mettre en évidence un lien donc, entre l'exposition aux particules atmosphériques et des effets sanitaires aigus. Et donc, dans cette étude, ils montraient donc, une augmentation de risque de 1% donc, de mortalité toute cause pour une augmentation en PM10 de 10 microgrammes par mètre cube. Ce lien, cette association, ce risque étant plus fort quand on considérait la mortalité pour cause respiratoire. Donc, cette première étude par Dockery et Pope a été réalisée donc, sur des villes américaines. Ces résultats ont été ensuite donc, confirmés dans d'autres pays, en particulier en Europe. Et donc, au cours des 20 dernières années, donc, beaucoup d'études épidémiologiques se sont accumulées, confortant donc, les effets aussi bien à court terme et à long terme de cette pollution atmosphérique particulière, même si effectivement sur l'Afrique, par contre, on est beaucoup moins doté de connaissances. Alors, en illustration justement de ces données épidémiologiques, j'ai sorti donc des résultats du programme ESCAPE. Ce sera un peu mon fil rouge tout le long de cette présentation.
donc un programme européen qui visait donc à évaluer les effets de la pollution atmosphérique particulière en lien avec le trafic, qui a en fait réutilisé un certain nombre de cohortes européennes. Donc on a suivi des populations sur plus d'une dizaine d'années. Et dans le cadre de ce programme, en fait, ils ont réévalué les expositions de ces personnes compte tenu de leur lieu de résidence. Et donc, dans cette étude, donc, qui est relativement récente, sortie en 2013, alors j'ai gardé les conclusions en anglais pour ne pas dénaturer le message des auteurs. Donc, il montre une augmentation du risque de mortalité toute cause, donc de 7%, pour une augmentation de 5 microgrammes par mètre cube de PM2,5. Et ce qui est notable, c'est que ce risque donc, de mortalité toute cause reste significatif, même lorsque donc, les personnes concernées sont exposées à des concentrations qui sont inférieures à la valeur limite réglementaire actuelle en Europe de 25 microgrammes par mètre cube. Alors, beaucoup d'études épidémiologiques ont été réalisées qui ont permis donc, de mettre en place des relations exposition-risque dont parlait Cathy tout à l'heure, et qui sont importants donc, pour faire des évaluations de l'impact sanitaire, c'est-à-dire de déterminer le nombre de cas attribuables, donc de décès par exemple. Je pense que vous avez tous entendu parler de cette étude AFECOM. Donc l'objectif est donc d'améliorer la connaissance et la communication pour donc des prises de décision sur la pollution de l'air et la santé en Europe. Et c'était un programme qui était piloté par l'Institut de veille sanitaire. Il portait donc sur 25 villes européennes représentant un corpus donc de 39 millions d'habitants. Donc voici les listes, les villes qui étaient considérées. Le pointeur marche très bien, et dont on peut voir donc dans quasiment toutes ces villes, sauf ici en Suède, à Stockholm, la valeur moyenne sur l'année de PM2,5 excède les 10 microgrammes par mètre cube, qui est la valeur guide qui est préconisée par l'OMS. Et donc l'estimation qui a été faite dans cette étude, c'est que si on respectait cette valeur guide, eh bien, on pourrait gagner jusqu'à 22 mois d'espérance de vie. Donc, en tout cas, dans les villes les plus polluées, comme ici Bucarest. Pour les villes françaises que j'ai ici signalées, c'est de l'ordre de 5 à 6 mois d'espérance de vie qui pourraient être gagnés et qui permettraient aussi donc, de réduire de façon très importante le nombre de décès prématurés. L'autre enseignement de ce programme, là en lien avec les pathologies qui sont induites, ils ont mis en évidence le fait de résider à proximité de grands axes de circulation eh bien, augmente de 15 à 30% le nombre de cadasmes. Alors ça a été fait sur un nombre plus réduit de villes, et augmente également le pourcentage de pathologies chroniques. Alors ce que j'ai oublié de préciser, les cadasmes c'était chez les enfants, et les pathologies chroniques, c'est chez les personnes âgées de plus de 65 ans, avec donc des pathologies à la fois respiratoires, ce sont donc ce que l'on appelle les BPCO, les bronchopneumopathies chroniques obstructives, et sinon donc des pathologies cardiovasculaires. Donc on le voit, des pathologies qui touchent l'appareil respiratoire, ce qui m'amène donc maintenant à vous présenter un petit peu les spécificités de cet organe, qui est donc la voie d'entrée de ces particules. Alors voie d'entrée, mais on va voir qu'il va être capable, cet appareil respiratoire, malgré tout, de se défendre et essayer d'éliminer ces particules. Dans cet appareil respiratoire, qui va donc du nez jusqu'aux alvéoles, on va le séparer en deux grandes parties. La première partie, donc les voies aériennes, du nez jusqu'aux bronchioles, qui est globalement tapissé d'un épithélium que l'on va dire mucociliaire, c'est-à-dire qu'il va produire du mucus, une substance relativement visqueuse, produite par ces cellules que l'on voit ici bombées, quand on observe en microscopie électronique à balayage, ou ce mucus qu'on ne voit pas en fait ici sur cette coupe histologique, mais qui est au-dessus des cellules.
Et ce mucus va permettre de piéger les particules et le mucus va ensuite être déplacé. Il va remonter le long des voies aériennes grâce en fait au battement ciliaire, donc par les cils portés ici par ces cellules, ou cils que l'on voit ici également très bien en microscopie électronique à balayage. Donc c'est ce que l'on appelle un processus d'épuration mucociliaire relativement efficace. En quelques heures, on pourra balayer ces particules, donc ce mucus qu'on va soit expectorer, soit ingérer. Maintenant, pour les particules qui vont arriver plus profondément au niveau des alvéoles, donc en cul-de-sac, on a ici une alvéole pulmonaire délimitée par ces cellules épithéliales. Là, on a un autre type cellulaire qui va prendre en charge ces particules. C'est cette cellule ici en vert, un macrophage alvéolaire, dont la fonction est de phagocyter, donc d'internaliser les particules qui arrivent donc dans cette partie profonde du poumon. Seulement, ces macrophages sont moins efficaces pour les particules les plus petites, donc les ultrafines. Donc, du coup, celles-ci vont avoir tendance à résider plus longtemps dans l'alvéole et vont avoir la capacité de ce qu'on appelle de transloquer, de passer dans la circulation sanguine. Alors ça a été longtemps une interrogation concernant les particules ultrafines carbonées, parce qu'on n'arrivait pas à en faire la démonstration. Mais depuis qu'il y a des nanoparticules manufacturées que l'on a pu radiomarquer, on a pu effectivement démontrer qu'il y avait bien un passage, donc R100 de ces particules, même si le pourcentage est faible. Lorsqu'il y a des expositions répétées, ça permet malgré tout de faire passer une certaine quantité. Alors, les particules le long de l'appareil respiratoire, elles ne vont pas se déposer toutes au même niveau. Cathy a un petit peu introduit ça tout à l'heure par rapport au modèle qu'elle a évoqué. Les mécanismes de dépôt sont en fait différents aussi en fonction de la taille des particules. Les plus grosses vont s'impacter, et surtout donc dans la partie haute de l'appareil respiratoire, là où la vitesse de l'air est encore importante. Celles de taille intermédiaire, donc les particules fines, elles vont plutôt sédimenter, puisque là, au contraire, la vitesse de l'air ralentit. Et les toutes petites, les ultra-fines, elles, au niveau alvéolaire, eh bien, elles vont se déposer par diffusion. Donc il existe effectivement des modèles de dépôt dont on parlait, Cathy, qui dérivent donc de ce qui a été développé pour des particules radioactives et qui montrent notamment que c'est beaucoup au niveau alvéolaire que va se faire ce dépôt, mais c'est bien évidemment dépendant de la taille des particules. Ce qu'il faut avoir aussi en tête, c'est que ce dépôt n'est pas toujours homogène. Il y a des endroits où il y aura des accumulations, comme le montre cette modélisation, où on peut voir justement donc, aux embranchements, aux bifurcations dans cet appareil respiratoire, on aura des zones de dépôt plus importantes. Alors, la toxicologie des particules, j'ai démarré par des données d'épidémiologie. Donc, elles ont montré qu'effectivement, les mesures donc, de concentration en particules étaient associées à des événements sanitaires, des indicateurs sanitaires. Donc, cette relation, il a fallu la prouver, puisqu'il n'y avait pas initialement donc, de plausibilité biologique entre ces deux aspects. Donc c'est là qu'intervient la toxicologie, de manière à pouvoir faire donc, la démonstration de la relation causale entre l'exposition à ces particules et des effets sanitaires. Donc c'est un volet expérimental avec deux approches. Donc l'approche in vivo, donc essentiellement chez l'animal, que l'on va donc exposer aux particules, mais on va voir que dans le domaine de la pollution atmosphérique, il y a aussi un certain nombre d'études qui se font chez l'homme. Et l'autre approche, c'est l'approche in vitro, où on va travailler sur des cellules en culture. Et l'intérêt donc de ces approches, c'est de mettre directement les particules sur les cellules cibles et de pouvoir aller décrypter les mécanismes à l'échelle moléculaire et cellulaire. Alors, bien évidemment, comme toujours, chacun des modèles expérimentaux a ses avantages et ses inconvénients. Et donc, c'est l'ensemble en fait, des données que l'on va avoir par toutes ces approches qui permettra donc, de se faire une idée, de conforter nos hypothèses sur les mécanismes d'action. Alors, le principal effet à court terme de l'exposition aux particules, c'est une inflammation. Alors, comment on l'a mis en évidence? Donc, soit par des expositions chez l'animal, mais comme je le disais aussi, un certain nombre d'études qui ont été faites chez l'homme. Donc, ce sont des expositions contrôlées chez des volontaires.
sains ou pour certains même qui présentent quelques pathologies respiratoires. Alors je ne sais pas si vous le voyez bien, mais on voit ici une personne donc, qui va inhaler des particules diesel qui arrivent ici, qui vont être diluées. Et en général, en plus, il fait du vélo, faire un petit peu d'exercice de manière à augmenter le débit respiratoire et donc à inhaler davantage de particules. Donc ça a été beaucoup fait initialement avec des particules diesel, puis ensuite donc avec des particules atmosphériques qui sont concentrées de manière à atteindre donc, des concentrations qui sont importantes, de 100 à 300 microgrammes par mètre cube. J'ai vu tout à l'heure que dans le tunnel, on était à peu près à 250, donc on n'y est pas très loin. Mais bon, ce sont quand même, heureusement, des temps d'exposition qui sont courts, donc de 1 à 2 heures. Donc à l'issue de l'exposition, il y a des mesures de fonction respiratoire qui sont faites. Donc en général, il n'y a pas trop d'effets. Et 24 heures plus tard, on réalise ce que l'on appelle des lavages broncho-alvéolaires. Et on va donc dénombrer les cellules présentes dans ce lavage. Et ça permet donc de déterminer s'il y a ou non une inflammation. Donc c'est effectivement ce qui est observé, cette inflammation pulmonaire, pour qu'on peut dire qu'il y a une inflammation, parce qu'il y a en fait une arrivée dans les voies respiratoires de cellules donc, inflammatoires et en particulier des neutrophiles dont on reconnaît ici la forme particulière parce qu'elles ont un noyau polylobé. Alors, on fait des lavages broncho-alvéolaires, mais on peut également donc, réaliser des biopsies et puis donc, justement ces cellules inflammatoires qui arrivent, qui infiltrent le tissu, sont ici colorées, mais là c'est un petit peu petit. Alors, il y a de l'inflammation pulmonaire, mais il y a aussi de l'inflammation systémique, c'est-à-dire qu'au niveau sanguin, on va également trouver donc, des marqueurs qui signent l'inflammation et qui sont associés à toute une série de paramètres qui dénotent des effets cardiovasculaires que je ne vais pas développer ici parce que j'y reviendrai un petit peu plus loin tout à l'heure. Et puis, ce qui a été également montré là, par des instillations de particules au niveau nasal, c'est que si on associe les particules, c'était fait notamment avec des particules diesel, avec des allergènes, eh bien, on a constaté que ces particules avaient un effet adjuvant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça amplifie finalement l'effet de l'allergène qu'on va détecter en mesurant des immunoglobulines spécifiques de cet allergène et qui sont plus fortement produites lorsqu'il y a une coexposition aux particules et à l'allergène, alors que les particules seules ne font rien. Alors on va essayer de comprendre maintenant, donc on a vu l'effet à court terme, c'est de l'inflammation, comment est produite cette inflammation, les mécanismes et puis le rôle de la composition. Donc, les particules interagissent avec les cellules et puis donc l'inflammation, je vous ai dit, on a ces cellules inflammatoires qui migrent du compartiment sanguin vers les voies respiratoires. Cette migration, pourquoi elle se fait? Parce que ces cellules sont attirées par des facteurs chimio-attractants. Ces facteurs chimio-attractants, ce sont des médiateurs pro-inflammatoires. Donc les questions qui se sont posées quand on a constaté donc, par ces études chez l'animal ou chez l'homme le constat donc, de cette inflammation rapide, l'objectif était de comprendre déjà quelles étaient les cellules qui étaient incriminées. Donc est-ce que ce sont les cellules épithéliales qui bordent les voies respiratoires? Est-ce que ce sont les macrophages? C'était aussi de comprendre donc, comment sont produits ces médiateurs inflammatoires, qu'est-ce qui se passe au niveau de la machinerie cellulaire, et de comprendre quels sont les rôles des composantes particulières, y a-t-il des composés particuliers qui interviennent dans ce mécanisme, et le rôle également de la taille. Donc c'est ce que je vais maintenant vous montrer. Donc l'essentiel de ces travaux mécanistiques ont été beaucoup menés in vitro, puisque ça facilite les investigations. Donc, qui ont été menés in vitro, donc soit sur des modèles de cellules épithéliales, bronchiques ou alvéolaires, soit sur des modèles de macrophages. Là, je vais vous montrer des résultats qui ont été acquis au laboratoire, ça fait déjà un certain temps, en travaillant sur des cellules épithéliales bronchiques humaines. Donc, on expose les cellules pendant 24 heures à des PM2,5, donc là, qui avaient été prélevés
en situation de fond, c'était en périphérie de Paris, ou bien à des particules, des PM2,5 prélevées en situation de trafic, c'était à la porte d'Auteuil. Et l'on voit que donc, quand on augmente la concentration d'exposition, qui est exprimée ici en microgrammes par centimètre carré, puisque les particules sédimentent sur les cellules, on voit donc une augmentation ici de la sécrétion d'un médiateur pro-inflammatoire qui s'appelle le GM-CSF, que je vais pas détailler, et on voit donc aussi donc une différence en fonction donc de l'origine des particules. Alors, ce type de modèle nous a permis d'aller un petit peu plus loin aussi pour essayer de comprendre quelle était la composante des particules à l'origine de ces effets. Donc, on retrouve ici les particules de fond, les particules de trafic et donc l'augmentation de la sécrétion de ce médiateur. Et on a comparé donc ce résultat à ce qui était produit par une phase organique. Donc on a extrait les particules avec un solvant organique, du dichlorométhane, puis on a ensuite repris de cet extrait dans un solvant qui était compatible avec nos cellules. Et on voit que cet extrait organique reproduit en grande partie l'effet des particules natives, donc incriminant donc cette fraction organique dans les effets, alors que si on réalise au contraire une extraction aqueuse, eh bien cette fraction aqueuse, elle, est beaucoup moins impliquée dans la réponse pro-inflammatoire. Donc le rôle de la fraction organique, on l'a également vu dans une autre approche où là on avait travaillé sur des particules diesel provenant de différentes technologies. Donc à l'époque c'était des moteurs diesel équipés ou non d'un catalyseur d'oxydation qui permet donc de diminuer la teneur en composés organiques sur les particules. Et on voit effectivement qu'à masse équivalente, eh bien, les particules provenant d'un moteur équipé de ce catalyseur ont un effet pro-inflammatoire beaucoup plus faible. Et là aussi, on avait fait l'extrait organique. Et on voit donc la contribution de la phase organique. Des travaux plus récents, cette fois-ci menés chez l'animal, parce que ça date de 2014, des animaux qui ont été ici, qui n'ont pas inhalé les particules, on a tout simplement déposé ces particules au niveau trachéal. Ce sont des PM10 qui ont été prélevés en 2 sites à Mexico. Et là également, donc, ils ont réalisé des fractionnements. Donc là, chez l'animal, après 24 heures ou 72 heures d'exposition, ils ont dénombré les neutrophiles, donc les cellules inflammatoires, après avoir réalisé un lavage broncho-alvéolaire. Donc vous voyez que les particules totales, c'est ce que j'ai appelé moi tout à l'heure les particules natives, donc, ont effectivement un effet inflammatoire important. Par contre, si ils font la même expérience en utilisant la fraction aqueuse, eh bien, ce sont les petites barres ici juste en bas. Donc vous voyez que ça n'a très très peu d'effet. Et donc la barre intermédiaire ici en grisé, c'est ce qu'ils appellent la fraction insoluble, ce que j'appellerais moi les particules lavées, donc une fois qu'on a enlevé tout ce qui était soluble dans l'eau. Donc c'est plutôt cette fraction, le cœur carboné et tout ce qui reste associé, non soluble dans la fraction aqueuse, qui intervient ici dans les faits. Et puis donc cette augmentation des neutrophiles dans le lavage broncho-alvéolaire qui est bien corrélée à la sécrétion d'un médiateur pro-inflammatoire qui est le TNF-alpha. Donc voilà quelques éléments sur la composition. Qu'en est-il maintenant de la taille? Cet aspect-là aussi, on l'a adressé donc, en utilisant nos modèles in vitro et donc en travaillant avec des collègues chimistes de l'atmosphère dans le cadre d'un programme qui est Primécal, donc qui était financé par l'ADEME et le ministère de l'Environnement, où on a prélevé les particules sur des impacteurs. Donc, vous savez tous maintenant ce que c'est, puisque mes collègues vous ont présenté ça ce matin. Donc des impacteurs 13 étages qui nous permettent donc de récupérer les particules sur des filtres d'une taille donc, de 10 microns jusqu'à 30 nanomètres. Nous, on a détaché ces particules du filtre par sonication, on les a recueillies dans le milieu de culture de nos cellules et on a reconstitué nos fractions d'intérêt, donc les grossières, les intermédiaires, les fines et les ultra-fines. Et on a donc traité nos cellules
à isomasse avec ses différentes fractions et donc à 2 concentrations différentes. Donc on voit effectivement que l'effet, c'est-à-dire la sécrétion de notre médiateur pro-inflammatoire, augmente avec la dose, mais ce que l'on voit également, c'est que plus la taille des particules diminue, plus l'effet pro-inflammatoire est important. Quand on travaille à isomasse, si on travaillait à isovolume en respectant la proportion des différentes classes de taille dans l'aérosol, à ce moment-là, c'est plus les fines qui ressortent. Alors, ce que je peux dire aussi, là je ne l'ai pas montré, mais donc il y avait en parallèle toute la caractérisation chimique. Effectivement, les particules, les fines et ultra fines ici, sont essentiellement carbonées et contribuent, cette phase organique carbonée qui contribue aux effets. Alors maintenant, on va essayer de comprendre les mécanismes de toxicité. Et là, on va descendre à l'échelle subcellulaire. Donc, quand les particules arrivent au contact de la cellule, que ce soit une cellule épithéliale ou un macrophage, donc ces particules sont internalisées ou bien donc vont interagir ici à la membrane et éventuellement des composés peuvent se désorber. Ça va activer toute une cascade de réactions, ce que l'on appelle de la signalisation cellulaire, qui va aboutir ici à activer ce que l'on appelle un facteur de transcription, c'est-à-dire une protéine dont la fonction va être d'activer l'expression de certains gènes. Alors, ce facteur de transcription, il est préexistant dans la cellule, donc ce qui va lui permettre, quand il va être activé, de permettre à la cellule de réagir très rapidement. Mais à ce stade-là, il est totalement inactif, il est piégé, limité dans son action parce que en interaction en fait avec un autre facteur protéique. Donc quand cette voie de signalisation est activée, elle va justement permettre la séparation de ce facteur de transcription d'une sous-unité ici inhibitrice que j'ai mis en jaune, je vous passe les noms. Donc le fait de cette activation, ça va permettre à notre facteur de transcription de transloquer au niveau du noyau et lui permettre de venir se lier dans une séquence spécifique d'ADN qui va conduire à l'augmentation de l'expression donc, des médiateurs pro-inflammatoires, donc les cytokines, chimiokines, je ne vais peut-être pas repréciser suffisamment ce terme tout à l'heure. Donc augmentation de l'expression donc, de ces gènes de médiateurs pro-inflammatoires pour conduire à la sécrétion de ces médiateurs et au recrutement des cellules inflammatoires. Donc tout ce processus bien plus complexe que ce que j'ai mis là avait été donc décrypté in vitro, mais on a prouvé sa plausibilité par rapport à des études qui ont pu être faites chez l'homme, là c'était aux États-Unis, où donc ce qu'on avait montré in vitro a pu être confirmé. Là, c'était donc des personnes qui avaient été exposées à des particules diesel à 300 microgrammes par mètre cube pendant 1 heure. Des biopsies ont été réalisées et donc ils ont utilisé donc des méthodes d'immunodétection pour aller rechercher ce facteur de transcription. Et la coloration marron que l'on voit en fait, permet de détecter cette protéine. Donc chez l'individu qui n'a respiré que de l'air filtré, la coloration forme une espèce de coiffe autour du noyau. Alors je ne sais pas si vous avez l'habitude de voir les structures cellulaires. Alors qu'ici, chez l'individu qui a respiré des particules diesel, eh bien, la coloration marron déjà, vous voyez, est beaucoup plus importante et est inclus au niveau des noyaux, donc prouvant qu'il y a bien eu une activation et que ce facteur protéique est passé du compartiment cytoplasmique au compartiment cellulaire. Et ils ont montré aussi la corrélation avec l'expression d'une cytokine pro-inflammatoire. Alors, ce qui se passe, c'est que cette signalisation cellulaire est en grande partie activée par ce que l'on appelle des EAO, ou des espèces activées de l'oxygène, c'est-à-dire une situation de stress oxydant qu'on a pu démontrer, puisque si on utilise, lorsque l'on fait ces expériences, des antioxydants, eh bien, on empêche la translocation ici de ce facteur de transcription et on empêche la libération de cette cytokine pro-inflammatoire. Donc, c'est une situation dite de stress oxydant qui active en fait toute cette cascade. Alors, c'est quoi le stress oxydant ? On en a entendu un petit peu parler ce matin. Donc, nous sommes des organismes aérobies, on utilise de l'oxygène. C'est le métabolisme de l'oxygène qui conduit donc à la production de ces oxydants, ces espèces activées de l'oxygène.
parmi lesquels l'anion superoxyde, le peroxyde d'hydrogène et le radical hydroxyle. C'est nécessaire à certaines fonctions cellulaires, mais il faut que ce soit produit en quantité limitée, transitoire, d'où la nécessité d'avoir en parallèle donc, des systèmes antioxydants pour limiter l'action de ces composés oxydants. Donc là, on dispose d'un certain nombre de molécules antioxydantes, une qui est très importante du point de vue de son fonctionnement, mais aussi en termes de concentration dans nos cellules, c'est le glutathion. Et puis on dispose aussi de tout un panel d'enzymes antioxydants. Donc en situation normale, on est en situation dite d'équilibre redox, où on a autant d'oxydants que d'antioxydants qui sont produits. Et on sera en situation dite de stress oxydant lorsqu'on va avoir un déséquilibre entre les deux, parce qu'on aura donc soit une production excessive d'oxydants, soit une diminution, une déplétion, une perte des antioxydants. Alors comment les particules peuvent-elles amener à cette situation de stress oxydant ? Donc les particules, on l'a un petit peu vu depuis ce matin, hein, c'est un cœur carboné, on a une composante ionique, on a des composés organiques, des composés métalliques et puis aussi des composés biologiques qui peuvent être associés. Donc cette particule arrive dans les voies respiratoires. Alors elle ne rentre pas tout de suite en contact avec les cellules, hein, il y a toujours un fluide subépithélial au-dessus. Et donc là, il y a déjà un certain nombre d'événements qui vont pouvoir se produire et on va ici découper un petit peu ce qui se passe en fonction des composés présents sur la particule et qui vont nous permettre donc de voir pourquoi ces différents composés peuvent produire des espèces activées de l'oxygène. Donc on a déjà tout ce qui est métallique, les métaux de transition, fer, cuivre, etc. Donc ces métaux qui sont soit en surface, soit qui éventuellement vont se désorber de la particule. Donc en fonction de leur état d'oxydation, vont donner de l'anion superoxyde, qui par dismutation va nous donner du peroxyde d'hydrogène, qui diffuse à travers la membrane et va se retrouver dans la cellule. Ou bien va rentrer dans ce que l'on appelle la réaction de Fenton et donner du radical hydroxyle, qui est extrêmement réactif et qui va pouvoir donc venir ici attaquer les lipides de la membrane cellulaire. On a donc beaucoup de composés organiques sur ces particules. On sait, il est décrit dans la littérature qu'il peut y avoir des radicaux organiques relativement stables. Il y a également pas mal de quinones qui sont connus pour rentrer dans des cycles redox qui vont générer de l'anion superoxyde, donc qui dismute de même en peroxyde d'hydrogène et qui va diffuser. Autre possibilité, c'est la réactivité de surface du cœur carboné. Ce sont des hypothèses, en tout cas pour les particules les plus fines. Donc on voit ici différents contextes, différentes possibilités de générer des espèces activées de l'oxygène. Et ceci donc va conduire à venir dépléter, diminuer les défenses antioxydantes, puisque dans ce fluide qui recouvre les cellules se trouve un ensemble donc, de molécules antioxydantes, donc le glutathion dont j'ai déjà parlé, mais également l'acide ascorbique. Donc ça va réduire les défenses. Alors, ça, c'est donc tout ce qui se passe en extracellulaire. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au niveau de la cellule ? Donc, ces particules, soit elles rentrent en contact avec la membrane, soit elles vont être internalisées. Et au cours de ce processus, donc, les composés organiques vont pouvoir diffuser. Je parle ici des HAP, puisque ce sont ceux qui sont les plus connus et qui sont les plus étudiés et dont on connaît très bien les mécanismes de génotoxicité. Ces HAP sont pris en charge par la cellule, vont être métabolisés. C'est ce processus de métabolisation va conduire d'une part à générer des métabolites, qui sont des métabolites particulièrement réactifs, et je reviendrai dessus un petit peu tout à l'heure, et ça va aussi être une source importante d'espèces activées de l'oxygène. Alors les particules, une fois internalisées, se retrouvent donc dans une vésicule qui va fusionner avec un autre organite qui s'appelle le lysosome. On va se retrouver ici dans un compartiment particulièrement acide qui va favoriser la solubilisation des métaux. Et ces métaux, donc là encore, vont pouvoir rentrer dans la réaction de Fenton et générer du radical hydroxyle.
Autre source potentielle, les particules peuvent éventuellement interagir avec des organites, et notamment, ça a été montré avec la mitochondrie, donc générant des espèces activées de l'oxygène. Et enfin, les particules peuvent interagir avec un certain nombre d'enzymes, des oxydases, et notamment une qui est assez bien connue, qui est au niveau membranaire, qui est la NADPH oxydase, pour générer de l'anion superoxyde. Donc vous voyez là encore, au niveau intracellulaire, beaucoup de sources d'espèces activées de l'oxygène, ce qui va encore dépléter les défenses antioxydantes et venir donc stimuler la réponse inflammatoire dont je vous ai parlé précédemment. Donc ça veut dire que ça va attirer dans les voies respiratoires ces cellules inflammatoires dont le mécanisme d'action pour venir dégrader les agents étrangers qui les ont attirés dans ce compartiment, et bien dans leur mécanisme d'action, eh bien, elles génèrent elles aussi des espèces activées de l'oxygène. Donc on a une seconde vague ici d'espèces activées de l'oxygène qui vont être produites. Donc, bilan de tout ça. Donc, on voit au niveau extracellulaire, donc, du fait des propriétés intrinsèques des particules, on a déjà beaucoup d'oxydants qui sont produits. Et il y en a également qui sont produits au niveau intracellulaire, du fait donc, de la stimulation des cellules par la présence des particules. Et ce qui va conduire donc, à la situation de stress oxydant, avec donc, une gradation dans ce niveau de stress oxydant. S'il est relativement faible, on va mettre en jeu toute une série de réponses qui vont permettre à la cellule de s'adapter. Si elle n'y arrive pas, c'est là que l'inflammation arrive. Et si le niveau de stress oxydant devient vraiment excessif, à ce moment-là, on va avoir des lésions oxydatives qui vont toucher toutes les macromolécules cellulaires, donc protéines, acides nucléiques et lipides, et qui conduiront probablement à la mort cellulaire. Alors, on voit l'importance du stress oxydant dans le mécanisme d'action des particules. Et cette production d'espèces activées de l'oxygène, des oxydants, on vient de le voir, est également très dépendante de la composition des particules. Donc, d'où l'idée de mettre en place une mesure du potentiel oxydant des particules comme métrique complémentaire des particules. Donc, comme vous l'a dit Jean-Luc Jaffrezo ce matin, puisqu'il utilise aussi un petit peu ces approches. Actuellement, la réglementation est uniquement basée sur la mesure de la masse, des PM10 et des PM2,5. Et donc, on s'affranchit totalement de la composition de ces particules. Or, en fonction de leur composition, la toxicité n'est pas du tout la même. Donc, d'où l'idée d'utiliser cette mesure du potentiel oxydant intrinsèque des particules pour essayer de prédire leur toxicité. Donc, il existe toute une série de tests que je ne vais pas détailler, je vais juste vous montrer quelques résultats là, assez récents d'un test qui est similaire à celui dont a parlé Jean-Luc ce matin. Donc, on met en fait les particules dans un fluide qui mime le fluide respiratoire, c'est-à-dire qu'on va y mettre les antioxydants qui y sont présents normalement, à savoir l'acide ascorbique, l'acide urique et le glutathion. On laisse incuber le tout pendant 4 heures. Et après 4 heures, on va doser ces différents antioxydants par HPLC et voir donc leur disparition. Donc, c'est ce que l'on a réalisé ici dans le cadre d'un programme POTOX, donc, que je réalise avec Jean Siard ici présent, financé donc, dans le cadre des appels d'offres ANSES et qui est financé par l'ADEME. Donc, on a échantillonné des PM2,5 donc, à la porte d'Auteuil. On avait 2 lots différents qui correspondent à 2 semaines différentes. Et puis, donc, sur le super site du CIRTA dont nous a parlé Jean tout à l'heure. Et donc, on a mesuré, ici, je vous montre les résultats uniquement du potentiel oxydant concernant l'acide ascorbique, qui donnait les résultats les plus clairs, mais c'était la même chose avec les autres. On voit donc une déplétion donc de l'acide ascorbique d'autant plus importante donc, que l'on augmente la concentration, et surtout donc, des effets plus marqués pour les particules ici du trafic par rapport à celles... que j'ai appelé biomasse, mais on a bien entendu tout à l'heure que ce site, ce n'était pas que de la biomasse. Il faut savoir que les prélèvements là, ont été faits au mois de mars, à une période donc, où il y a pas mal de feux de cheminée. Donc, ce sont des particules qui sont enrichies en particules issues de la biomasse. Bon, j'ai fait un petit raccourci ici. Donc, ça, c'est ce qui se passe au niveau acellulaire. Donc, on a juste mesuré la capacité des particules
à oxyder finalement cet acide ascorbique. Que se passe-t-il maintenant au niveau cellulaire? Donc on traite nos cellules avec ces particules. Et là, donc, on a mesuré, on utilise une sonde qui devient fluorescente quand le niveau d'oxydant intracellulaire devient important. Et donc vous voyez que le niveau de fluorescence, donc le niveau d'oxydation de la sonde est beaucoup plus important et dose dépendant, et plus important donc, quand on expose les cellules aux particules du trafic par rapport à celles de la biomasse. On a également regardé l'expression d'une enzyme antioxydant, dont je passerai le nom, ce n'est pas important, mais là encore, vous voyez des comportements très différents des particules en fonction de leur origine. Et enfin, on a regardé l'expression d'un médiateur pro-inflammatoire qui est l'IL6, avec là encore un différentiel. Donc on voit une certaine cohérence entre donc, les mesures faites en acellulaire et les mesures faites dans la cellule, donc, ce qui fait dire que ce test serait relativement prédictif. On l'a également utilisé pour comparer des prélèvements journaliers de PM2,5. Donc, on a récupéré des filtres sur lesquels les particules avaient été impactées pendant 24 heures. Donc là, c'est le site Port-d'Auteuil, là, le site du CIRTA. Donc vous voyez une variabilité du potentiel oxydant vis-à-vis de l'acide ascorbique en fonction des jours. Les résultats ici exprimés par mètre cube ou par microgramme. Et ici, vous avez donc les moyennes. Donc on voit que la déplétion de l'acide ascorbique est beaucoup plus importante avec les particules du trafic par rapport aux particules de biomasse. Pourtant, en biomasse, on a eu des jours, ici on était en période de pic de pollution, ce sont tous les jours où les barres sont pleines, où on excédait les 25 microgrammes par mètre cube, donc on doit mettre ça en lien après avec la composition chimique. Donc qu'en est-il de l'utilisation de cette mesure du potentiel oxydant à l'heure actuelle? Donc, ça commence à se développer, mais il y a encore beaucoup de discussions dans la communauté scientifique. Pourquoi? On va voir que les résultats ne vont pas toujours dans le même sens. Donc là, je vous rapporte des résultats d'un gros programme qui a été mené en Hollande, des études semi-expérimentales, c'est-à-dire qu'on a exposé des volontaires aux particules. Ils sont restés 5 heures sur le même site. Donc soit il y avait différents sites de trafic, des sites ruraux, des sites de fond, il y avait même un site aussi dans le métro. Et donc à l'issue de l'exposition, eh bien, donc sur les particules qui étaient prélevées dans ce site, on a fait donc la mesure du potentiel oxydant de ces particules et regarder donc un certain nombre de paramètres, donc de l'inflammation, de fonction pulmonaire ou de marqueurs du risque cardiovasculaire. Et là, ils n'ont vu aucun lien entre donc, la mesure du potentiel oxydant et ces différents paramètres. C'était davantage corrélé aux oxydes d'azote ou au carbone organique. Par contre, une étude beaucoup plus récente, qui vient de sortir d'ailleurs, une étude canadienne, qui a été menée ici sur des enfants asthmatiques qui ont été équipés de préleveurs de manière à mesurer leur exposition personnelle aux particules. Donc des mesures en masse de particules, mais aussi donc, sur ces particules des mesures du potentiel oxydant donc, vis-à-vis de l'acide ascorbique et du glutathion. Et ensuite, donc, on faisait chez ces enfants tous les jours donc, la mesure du NO exhalé, donc l'oxyde d'azote exhalé, qui est un marqueur que l'on peut utiliser pour rendre compte en fait, d'un état inflammatoire. Et donc là, dans ces conditions, il voit une bonne corrélation entre donc, l'augmentation du potentiel oxydant vis-à-vis du glutathion et la mesure donc, de ce NO exhalé. Ça marche bien avec le glutathion, ça ne marche pas du tout avec l'acide ascorbique. Et donc, cette même équipe a également mené des études épidémiologiques et voit également un lien de ce potentiel oxydant avec l'infarctus du myocarde et avec des impacts respiratoires. Par contre, les études anglaises, elles, ne l'ont pas vu. Donc, on est encore à un stade où la recherche doit progresser pour valider ou non ces marqueurs de potentiel oxydant. Alors, je vous ai beaucoup parlé des effets à court terme. On va voir maintenant les effets à long terme. Alors, comment on peut expliquer les effets à long terme? Eh bien,
on a vu qu'à court terme, il y avait une inflammation, mais comme l'exposition aux particules est répétée, eh bien, on va s'installer ce qu'on appelle une inflammation chronique. Donc ça, c'est un des paramètres qui permet d'expliquer les effets à long terme. Mais il y a aussi un autre point important à prendre en compte, c'est la biopersistance des particules. C'est ce qui peut être ici vu dans le cadre de cette étude qui a été réalisée par une équipe canadienne, où ils ont prélevé donc post-mortem des poumons, réalisé donc des coupes de parenchyme pulmonaire. C'était réalisé chez les femmes vivant donc soit à Mexico, ville particulièrement polluée, ou d'autres vivant donc à Vancouver, ville peu polluée. Donc vous voyez ici donc des coupes au niveau des bronchioles. Vous voyez donc déjà un aspect très différent. Et donc ils ont quantifié la quantité de particules présentes dans les poumons, avec donc un différentiel important entre les Mexicaines et les femmes canadiennes. Et les particules retrouvées dans les poumons donc, présentent des caractéristiques très proches de ce que l'on échantillonne dans l'air. Alors quand on fait un zoom sur donc ici la coupe de bronche, eh bien on peut voir en fait tout ce qui est noir ici, ce sont en fait des accumulations de particules au niveau de la paroi bronchique, et on voit aussi donc un épaississement de la paroi bronchique par rapport à ce qui existe chez les personnes peu exposées. Donc cet épaississement correspond à ce que l'on appelle un remodelage bronchique qui est ici illustré. Ce remodelage bronchique qui est typique de ce que l'on peut voir chez les asthmatiques ou chez les personnes qui souffrent de BPCO. Alors c'est quoi le remodelage bronchique? Donc normalement vous voyez que le calibre de la voie respiratoire est relativement large et il devient beaucoup plus étroit. Pourquoi? Parce qu'on va avoir en fait une hyperprolifération et une croissance des cellules conjonctives et musculaires qui se trouvent dans cette paroi bronchique. Et puis surtout, on a aussi une accumulation de mucus dans ces voies respiratoires. Et bien évidemment, ça va compromettre le flux d'air au niveau de ces voies respiratoires. Alors, ça, ce sont donc des effets à long terme avec donc des pathologies respiratoires, mais il y a un autre effet à long terme qui est la cancérogénèse. Donc, depuis 2013, l'Agence internationale de recherche sur le cancer a classé la pollution de l'air extérieur comme cancérigène pour l'homme, et en particulier les particules qui en sont une composante majeure. Et donc, je reviens sur l'étude ESCAPE que j'évoquais au début de ma présentation. Là aussi, dans le cadre de cette étude, cette fois-ci, ils ont étudié, en partant de 17 cohortes, ils ont effectivement vu que pour une augmentation de 5 microgrammes par mètre cube, eh bien, le risque de développer un cancer du poumon est d'augmenter de 18%. Alors, comment on explique la cancérogénèse liée aux particules? Bien déjà en partie à cause de leur composition. On a vu donc les composés métalliques sont à l'origine de la production d'espèces activées de l'oxygène. Les composés organiques, comme je l'ai dit tout à l'heure, au cours de leur processus de métabolisation, génèrent aussi des espèces activées de l'oxygène, mais génèrent également des métabolites réactifs qui vont former ce que l'on appelle des adduits à l'ADN, c'est-à-dire vont venir se lier de façon covalente à l'ADN. De même, les espèces activées de l'oxygène vont provoquer des lésions oxydatives au niveau de l'ADN. Alors, on est capable de réparer un certain nombre de lésions au niveau de l'ADN, mais si elles ne sont pas réparées, à ce moment-là, donc, on va avoir des mutations, des dommages au niveau de la structure des chromosomes. Alors, ces mutations, donc une fois qu'elles sont figées, les cellules seront considérées comme des cellules initiées, c'est-à-dire qui peuvent potentiellement évoluer vers une cellule cancéreuse. Alors pour qu'elles puissent évoluer vers une cellule cancéreuse, il faut que ces mutations aient lieu dans des endroits particuliers du génome, et notamment donc au niveau de gènes qui sont impliqués dans la prolifération cellulaire, dans le contrôle de la prolifération cellulaire. Donc ça, c'est en lien direct avec la composition, mais la cancérogénèse peut aussi dériver
de l'inflammation chronique. Donc l'inflammation dont je vous ai montré les processus est liée aussi au fait qu'au fil du temps, on a vu les particules sont biopersistantes, donc on va avoir une surcharge des cellules par ces particules. Donc on va avoir la sécrétion de ces médiateurs inflammatoires, mais également d'autres composés, notamment des facteurs de croissance. Donc tout ceci va créer un environnement propice au développement donc, des cellules initiées et qui, in fine, vont pouvoir conduire au développement des tumeurs. Alors, pour le moment, donc, je m'étais limitée aux effets pulmonaires, mais il y a aussi des effets extrapulmonaires. J'ai un petit peu parlé donc, des effets cardiovasculaires. Comment on peut expliquer les effets extrapulmonaires? Donc, au niveau du poumon, donc, on a vu le rôle central du stress oxydant qui conduit donc, à l'inflammation. Donc, première hypothèse pour expliquer les effets extrapulmonaires, eh c'est que cette inflammation que l'on observe au niveau respiratoire va avoir un retentissement et conduire aussi à une inflammation systémique, c'est-à-dire qu'on va trouver au niveau sanguin des marqueurs inflammatoires. Donc ça, c'est une première hypothèse. Et l'autre, non exclusive d'ailleurs, c'est que des composés solubles ou des métabolites des particules puissent donc passer dans la circulation sanguine. Et enfin, dernier élément, c'est la translocation des particules, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Donc, les particules les plus petites étant capables de passer donc, la barrière du compartiment aérien vers le compartiment sanguin. Alors, les effets cardiovasculaires, ils ont été mis en évidence par les études épidémiologiques à partir du début des années 2000 et ils sont maintenant particulièrement bien établis. Donc là encore, je reviens sur mon fil rouge qui est les résultats du projet ESCAPE. Là, toujours même chose. Pour une augmentation de 5 microgrammes par mètre cube, on voit donc une augmentation du risque de 13% donc d'événements coronariens et que là encore, même chose que pour les populations donc, qui sont pourtant exposées à des concentrations inférieures à la limite réglementaire européenne, le risque est toujours présent. Alors comment on explique les effets cardiovasculaires? Je vais me répéter, on retrouve toujours les mêmes fautifs, le stress oxydant et l'inflammation sont au centre de ces effets cardiovasculaires. Donc là, il y a pas mal d'études qui ont été faites chez l'homme, encore d'exposition contrôlée, qui ont permis donc de mettre en évidence un certain nombre d'effets à court terme sur le cœur et donc des modifications du rythme cardiaque, notamment donc chez des personnes âgées qui sont exposées aux particules. On voit dans les 2 heures qui suivent une réduction de la variabilité de la fréquence cardiaque, qui est un marqueur prédictif d'un risque cardiovasculaire. Il y a eu une étude aussi qui a été faite en Chine, où donc on voit cette réduction de la variabilité, sauf si certaines personnes sont équipées d'un masque capable d'arrêter efficacement les particules. À ce moment-là, on ne voit pas cette réduction. Au niveau vasculaire, maintenant, donc au niveau de l'endothélium, donc là aussi, chez les personnes qui sont exposées à des niveaux relativement importants de particules diesel, on voit très rapidement une vasoconstriction au niveau de l'artère brachiale. Donc le fait qu'on ait cette vasoconstriction, c'est bien sûr aussi, ça conduit à une augmentation donc, de la tension artérielle. Autres événements qui ont pu être identifiés dans le cadre de ces études, c'est une activation, une agrégation des plaquettes associée à une diminution de la fibrinolyse, qui sont en fait des facteurs qui vont favoriser les phénomènes de thrombose. Et enfin, pour terminer, des effets, cette fois-ci à long terme. Donc, les hypothèses étaient qu'à long terme, les particules puissent aggraver l'athérosclérose. Alors, ça a pu être davantage étudié sur des modèles animaux et je vais vous montrer justement les études qui ont été faites. Donc, sur des souris un petit peu particulières, c'est-à-dire qui ont été génétiquement modifiées pour favoriser le développement donc, des plaques d'athérome, le développement de l'athérosclérose.
Et donc, elles ont été exposées pendant 40 jours, mais pas d'affilée, 5 heures par jour, 3 jours par semaine, ce qui faisait en tout 75 heures. Donc, soit de l'air filtré, soit des particules fines, donc 438 microgrammes mètre cube, soit des particules ultra fines. Et donc, à l'issue de ces 40 jours, bien évidemment, les animaux sont sacrifiés. On récupère donc les aortes au niveau desquelles on fait des coupes. Et donc, on a deux types de coloration. Ici, une coloration qui met en évidence donc, un type de lipide. Donc, c'est la coloration rose et qui, donc, ces dépôts de lipides que l'on voit au niveau des plaques d'athérome. Donc, on en a un peu chez le témoin parce qu'on est ici dans un modèle justement qui favorise cette pathologie. Mais ce qu'on voit, c'est que c'est fortement augmenté donc, dans le cas de l'exposition aux particules fines et ultra fines. Et l'autre, c'est la même chose, seulement c'est un autre marqueur qui est utilisé, qui montre effectivement donc, que ces particules peuvent favoriser le développement donc, de l'athérosclérose. Pour terminer bientôt, donc autres effets plus récemment mis en évidence, et là encore dans le cadre des études du programme ESCAPE, donc en dehors des effets respiratoires, des effets cardiovasculaires, et bien également des effets sur la fonction de reproduction, et notamment donc, la mise en évidence que là encore, donc, pour une augmentation de 5 microgrammes par mètre cube chez des femmes donc, pendant leur grossesse, eh bien, ça augmente le risque de 18% d'avoir donc un nouveau-né qui ait un poids de naissance plus faible qu'attendu, c'est les 2500 grammes à 37 semaines à l'issue de la grossesse. Et donc ça, c'est des travaux qui ont été menés par Rémi Slamoc, épidémiologiste à Grenoble. Donc ça, ces travaux sont beaucoup plus récents et nécessitent là, bien évidemment, d'être confortés par des études expérimentales pour montrer la plausibilité biologique. Donc j'en arrive à la fin de mon exposé. Donc je pense vous avoir montré que les particules induisent des effets sanitaires à court et à long terme. Donc ils se produisent, comme vous l'avez vu au travers des données des études épidémiologiques, à des niveaux de concentration qui sont en dessous des limites réglementaires. Ce que je n'ai pas dit, c'est que si on n'est pas capable en fait, de déterminer de seuils en dessous desquels il n'y aurait pas d'effet adverse. Pourquoi ? Parce qu'on considère la population générale, et donc avec des degrés de sensibilité différents, qu'il n'y a pas que des effets sanitaires au niveau respiratoire et cardiovasculaire. Je viens d'évoquer des effets sur la fonction de la reproduction, mais on a aussi des études épidémiologiques qui montrent donc des effets sur des maladies métaboliques comme le diabète, des effets aussi sur le développement neurologique, sur les fonctions cognitives. Donc tout ça, ce sont des données beaucoup plus récentes, des données épidémiologiques, et comme je le disais, il faudra derrière pouvoir expliquer s'il y a réellement une relation de cause à effet entre les deux. D'un point de vue mécanisme, je pense vous avoir montré l'importance du stress oxydant et de l'inflammation dans les mécanismes de toxicité, et le rôle de la taille et de la composition des particules. Si ce n'est que là, on a encore du travail à faire. La composition est effectivement extrêmement importante, mais on en est loin de pouvoir identifier précisément les composés qui sont importants, qui contribuent effectivement aux effets sanitaires, mais c'est la conjonction finalement de composés métalliques, composés organiques, et on a vu il n'y avait que 21% qui étaient identifiés dans toute la composante organique à ce stade. Voilà, je vous remercie pour votre attention.